On va passer à la deuxième partie de notre matinée qui porte sur la responsabilité des donneurs d'ordre face au travail dissimulé. Alors c'est vrai que je ne sais pas si vous avez l'intention d'aborder le problème spécifique des collectivités locales. Bon, on le rencontre bien entendu, nous, même si on ne peut pas vérifier dans la pratique et dans les faits, sur les marchés publics, notamment puisqu'il y a une déclaration, je pense que le DC6 existe toujours, qui doit être fait par les attributaires des marchés qui doivent nous attester qu'ils ne font pas appel au travail dissimulé. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure une déclaration sur l'honneur. Je vous promets que je ne triche pas. Donc, a priori, on leur fait confiance, mais c'est vrai que moi, il m'est arrivé, notamment dans ma carrière, pas sur le travail dissimulé, mais sur une SEM dont j'étais le directeur général, d'avoir des problèmes de prêt de personnel dans des conditions qu'on avait assez de mal à comprendre, mais qui a valu au directeur opérationnel de se retrouver en correctionnel. Voilà, donc ça veut dire que c'est un problème, même si on n'est pas directement impliqué dans les collectivités locales et sur le terrain, c'est un problème qui nous concerne quand même et on doit participer, ne serait-ce que parce que, compte tenu de l'étendue des pouvoirs du maire, qui est l'homme politique le plus important qu'il y a en France, il a bien plus de pouvoir que le président de la République, en tout cas dans beaucoup plus de domaines, puisqu'il est président de l'Assemblée, il est tout. Donc c'est vrai que c'est une responsabilité qui, au titre de ses pouvoirs de police, ou au titre de l'application du Code de la santé, ou de tout un tas d'éléments, il est amené à intervenir. Donc je passe maintenant la parole, je crois que c'est Emmanuel Delacherie qui engage, mais que vous allez intervenir plus ou moins en duo. La parole est à vous, cher monsieur. Merci beaucoup. On va peut-être commencer par se présenter l'un et l'autre. Donc Emmanuel Delacherie, moi je suis en charge de la direction de projet fraude à la direction de la sécurité sociale. Et j'étais auparavant à la COS, où j'étais en charge des politiques de recouvrement et de contrôle. Donc Bérangère Le Bouidec, moi je suis responsable du département prévention, recherche et lutte contre la fraude à la COS, Caisse nationale des URSSAF, mais je me permettrai tout à l'heure très rapidement de présenter un petit peu justement la manière dont on fonctionne et puis les principales missions de la branche de recouvrement à cette occasion. Voilà, donc on a prévu, on va dire, une présentation en 3 temps. Une première, vraiment pour un peu poser les bases au plan juridique et institutionnel, organisationnel de ce qu'est aujourd'hui la lutte contre la fraude aux finances publiques en France et plus particulièrement la lutte contre le travail illégal. Ensuite, on reviendra plutôt sur les aspects juridiques, sur le travail illégal de manière générale et sur les responsabilités du donneur d'ordre en particulier. Et puis enfin, Bérangère vous présentera plus concrètement comment le réseau des URSSAF s'est organisé au cours des derniers mois, des dernières années pour mieux accompagner les donneurs d'ordre dans leur démarche de vérification. Alors, d'abord, quelques mots de définition. Alors, quand on parle de fraude, de lutte contre la fraude, on est bien on parle bien d'actes, de manquements qui sont intentionnels, de contournement de la loi. Et quand on parle de la fraude aux finances publiques, il s'agit plus précisément soit d'éluder le paiement d'un prélèvement social ou fiscal, ou de bénéficier indûment de droits sociaux ou de prestations. Donc voilà la définition qui est un peu retenue dans le cadre de la lutte contre la fraude aux finances publiques de manière générale. Mais c'est une définition opérationnelle et objectivement, c'est vrai que la définition juridique de la fraude, en tout cas de la fraude à la sécurité sociale, elle est assez incertaine. Vous n'avez pas dans le Code de la sécurité sociale un ou plusieurs articles
qui dit précisément ce qu'est la fraude à la sécurité sociale. Et vous avez plusieurs dispositions qui parlent de fraude ou de fausses déclarations. Et puis ça renvoie derrière à de nombreuses incriminations pénales qui peuvent être prévues soit dans le code pénal, hein, on va rentrer dans des dispositions sur des délits réprimés dans le code pénal, faux usage de faux, escroquerie, ce genre d'incrimination. Et puis plus précisément, parfois dans des codes spécialisés, vous avez aussi des incriminations pénales. C'est notamment le cas sur tout ce qui touche à la lutte contre le travail illégal, puisque vous savez que toutes les dispositions pénales sur la lutte contre le travail illégal sont prévues dans le Code du travail. On y reviendra ensuite. Alors, ce qui est un petit peu nouveau dans notre ordre juridique, qui est passé un petit peu inaperçu, enfin qui n'intéresse souvent que les spécialistes du droit, c'est que la lutte contre la fraude à la sécurité sociale, après la lutte contre la fraude fiscale, est devenue un objectif à valeur constitutionnelle. Donc la lutte contre la fraude fiscale, c'était depuis quelques années. La lutte contre la fraude à la sécurité sociale, c'est depuis une décision du Conseil constitutionnel de décembre dernier, puisque c'était dans sa décision sur la loi de finances pour 2012. Plus concrètement, pour les acteurs de terrain, la frontière entre ce qu'on appelle la fraude, ou parfois la faute ou l'abus, n'est pas toujours facile à délimiter. Et donc, on a un gros travail on va dire, de caractérisation des manquements pour pouvoir assurer derrière que, on va dire, on a une prise en compte harmoniser des situations sur l'ensemble du territoire national et que les agents de terrain vont qualifier de la même façon les différentes situations de fraude ou d'abus qui sont amenés à rencontrer. Alors, quels sont les enjeux de la politique de la lutte contre la fraude en matière de sécurité sociale ? On va dire il y a un enjeu politique majeur qui fait que c'est une des priorités de l'action publique depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est qu'on est vraiment au cœur de la défense, la solidarité de notre système de protection sociale. Et on voit que c'est un sujet sensible aujourd'hui. C'est aussi un enjeu financier, hein, puisque quand on regarde les choses un petit peu dans la durée, sur 5 ans, on a quand même, grâce aux actions de contrôle des organismes de sécurité sociale, détecté plus de 2 milliards de fraudes, donc c'est pas négligeable. Et en même temps, en disant cela, faut être assez prudent sur les conséquences qu'on en tire. C'est-à-dire combien même on fait des évaluations de la fraude fiscale ou de la fraude à la sécurité sociale très intéressante d'un point de vue économique ou économétrique. Tous les gens qui suivent ces dossiers savent bien que la lutte contre la fraude, c'est pas la réponse aux défis de financement de la sphère publique et de la sphère sociale aujourd'hui, et que c'est une contribution à ce financement, mais c'est pas la solution miracle pour améliorer l'équilibre financier de nos comptes. C'est quand même malgré tout un enjeu de gestion et de performance, hein. On cite souvent les grandes missions de l'État et de la sécurité sociale dans lequel la lutte contre la fraude prend place, le paiement à bon droit, la lutte contre l'évasion sociale, et puis aussi une attention de plus en plus forte de la Cour des comptes, dans le cadre de la mission de certification des comptes de l'État et de la sécurité sociale, sur les actions qui sont concrètement mises en œuvre sur la maîtrise des risques et sur la prévention des risques de fraude. C'est vraiment un aspect qui monte en puissance depuis plusieurs années. Et puis on a aussi un enjeu de communication très fort au niveau de la sécurité sociale sur les actions de contrôle et de lutte contre la fraude. D'une part parce qu'on ne l'a pas choisi, mais on fait quand même un constat, c'est que
je veux dire, dans la médiatisation aujourd'hui de l'activité des organismes de sécurité sociale, ce qui est mis en place en termes de politique de contrôle occupe une place très importante. Hein, vous avez sans doute vu nombreux sujets, de journaux télévisés, de magazines d'investigation qui s'intéressent à ces questions. Je ne reviendrai pas sur le résultat ou la présentation qui est faite des politiques ou des actions qui a menées, ça serait un débat ou un sujet en soi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on est de plus en plus amené à réagir à la médiatisation de certaines fraudes ou de certaines problématiques liées à la fraude, et que ça a obligé un peu l'ensemble des acteurs à faire preuve de davantage de réactivité. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas le cœur de notre propos ce matin, peut-être vous donner quand même quelques exemples de la typologie des fraudes et des actions de lutte contre la fraude qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Alors, c'est très important de noter que, évidemment, pour être efficace et dissuasive, une politique de lutte contre la fraude, elle doit s'attacher à essayer de détecter et de réprimer toutes les formes de fraude. C'est ce qui fait la crédibilité de ce type de politique, c'est d'être capable de traiter des différentes infractions qui sont commises. Alors, classiquement, on regroupe ces fraudes autour d'une typologie, on va dire, de 3 grands types de fraudes, en prenant les différents acteurs du système qui peuvent être impliqués. D'abord, les fraudes commises par les assurés sociaux, c'est tout ce qui va toucher autour du respect de la condition de résidence en France pour bénéficier de prestations qui ne sont pas exportables. C'est tout ce qui touche au contrôle des ressources dès lors qu'on verse des prestations qui sont soumises aux conditions de ressources. C'est de plus en plus toutes les problématiques liées à la fraude à l'identité. Hein. Vous savez que c'est un sujet qui malheureusement a tendance à se développer, eu tendance à se développer au cours des dernières années, à la fois la fraude documentaire à l'identité, mais aussi l'usurpation d'identité, deux choses différentes, mais qui impliquent de s'organiser en lien avec le ministère de l'Intérieur sur ces questions. Et puis aussi, plus ponctuellement, ça concerne plutôt la branche famille, tout ce qui concerne la composition du foyer, puisque un certain nombre de prestations sont liées à la composition du foyer, notamment tout ce qui concerne les prestations liées à l'isolement. Ensuite, deuxième grande catégorie de fraudes, ce sont les fraudes qui sont commises par les employeurs. Alors là-dedans, évidemment, ce qui est la part la plus importante, c'est tout ce qui touche au travail dissimulé, on y reviendra. On a aussi une problématique sur tout ce qui touche aux fraudes, aux indemnités journalières, aux accidents du travail. Alors, concrètement, de quoi parle-t-on? C'est le fait, par exemple, pour un employeur de faire des attestations de salaire erronées pour pouvoir majorer, en lien ou pas avec le salarié d'ailleurs, les droits. Et sur les accidents de travail, c'est un phénomène qui est bien connu, en tout cas parfois évoqué, qui est celui de minorer ou de ne pas déclarer un certain nombre d'accidents de travail pour ne pas voir sa cotisation accident de travail augmenter comme elle devrait l'être. Et puis c'est aussi toute une problématique communautaire, principalement, presque on pourrait dire internationale en fait, mais qui se pose beaucoup dans le cadre européen avec la libre circulation des personnes, c'est tout ce qui touche au contrôle des situations de détachement qui occupe aussi une part de plus en plus importante de l'activité des corps de contrôle. Et puis enfin, là ça concerne plutôt la branche maladie, vous avez tout ce qui concerne les fraudes qui sont commises par les professionnels de santé. Je ne reviens pas dans le détail de ces différents types de fraudes qui peuvent être commises. Alors, quelques mots sur l'organisation de la lutte contre la fraude en France aujourd'hui. Elle a sensiblement évolué au cours des dernières années, puisque notamment en 2008, un décret a mis en place un comité national de lutte contre la fraude qui regroupe l'ensemble des acteurs, État, organismes de protection sociale, politique,
pour, on va dire, fixer un peu les grands objectifs de la lutte contre la fraude en France, un comité qui se réunit 1 à 2 fois par an. On a un peu une structure exécutive à ce comité qui est la délégation nationale à la lutte contre la fraude, qui joue un rôle un peu de mission transverse pour rapprocher notamment les travaux et les actions entre la sphère fiscale et la sphère sociale. Vous avez au niveau de chaque département des comités locaux de lutte contre la fraude, hein, qui autour du préfet, du procureur de la République, réunissent les mêmes acteurs qu'au niveau national, mais cette fois au niveau du terrain, vraiment pour concrètement piloter des contrôles conjoints, s'échanger des informations, etc. Et puis on a eu aussi le développement d'offices centraux spécialisés sur notre sujet le plus connu, en tout cas le plus important, c'est l'Office central de lutte contre le travail illégal, qui relève de la direction de la gendarmerie nationale, mais qui associe aussi des compétences, des expertises venant de la sphère sociale, inspection du travail, inspecteur du recouvrement notamment. L'organisation de la lutte contre la fraude, elle a aussi évolué au sein de chaque administration centrale de l'État concernée. On a créé il y a quelques années la direction de projet fraude au sein de la direction de la sécurité sociale que j'anime aujourd'hui. Mais on a eu aussi une prise en compte plus importante de ces sujets au sein de la direction générale du travail. Et puis, ça, c'est une structure qui existe depuis plus longtemps, mais qui joue un rôle majeur, la sous-direction du contrôle fiscal au sein de la direction générale des finances publiques. Quelques mots sur les résultats globaux pour vous montrer que ces résultats progressent depuis 2006 de manière assez sensible et de manière assez régulière. En 2010, on a comptabilisé plus de 450 millions d'euros de fraude détectée, avec une progression de 19% entre 2009 et 2010. Et si on va un petit peu plus dans le détail, vous verrez qu'entre 2009 et 2010, cette progression, elle est notamment liée à l'amélioration des résultats en matière de lutte contre le travail dissimulé, qui sont passés de 130 à 185 millions d'euros. Voilà une transition toute trouvée pour laisser Bérangère vous présenter plus principalement l'action de l'ACOS et des URSSAF en la matière. Oui, donc on estimait effectivement important à ce stade de la présentation de vous présenter très rapidement, encore une fois, l'organisation et les missions de la branche de recouvrement, que vous ne connaissez peut-être pas systématiquement. La branche de recouvrement est composée au niveau national par l'ACOS, à laquelle j'appartiens, qui est l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est la Caisse nationale des URSSAF, qui représente donc les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des affaires familiales. Alors très simplement, l'ACOS est une entreprise, un établissement public à caractère administratif qui a pour principale mission donc la gestion commune et centralisée des ressources et de la trésorerie. Très fréquemment, on entend souvent le public parler de la banque de la sécurité sociale. D'ailleurs, il y a un très grand nombre de données qui sont remontées chaque mois à l'ACOS et qui nous permet justement de faire des études, des notes statistiques sur les mouvements conjoncturels qui portent tant sur la masse salariale d'ailleurs que sur les emplois. Et j'ouvre juste une petite parenthèse, mais on bénéficie depuis peu d'ailleurs du label de l'Institut des statistiques publiques sur le sujet. Donc l'ACOS, comme je vous l'indiquais, est une caisse nationale qui anime donc un réseau, le réseau des URSSAF, qui est composé, pour information, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis le 1er janvier 2012, de 74 organismes. Et parmi ces 74 organismes, 3 ont déjà une compétence régionale, puisque nous sommes dans une démarche de régionalisation. Donc à moyen terme, puisqu'à compter du 1er janvier 2014, la branche de recouvrement sera composée uniquement de 22 organismes qui auront une compétence régionale. Donc rapidement également sur le rôle
des URSSAF. Comme vous pouvez le lire, l'organisme de recouvrement a pour principale mission de collecter les cotisations et contributions sociales. Par contribution sociale, on vise la CSG et la CRDS en particulier, pour financer la prise en charge ou le remboursement des soins médicaux, d'indemnités en cas d'arrêt de maladie, de congé maternité ou d'accident du travail, ainsi que le paiement des retraites de base et des allocations familiales. Donc, très schématiquement, l'ensemble des recettes qui sont collectées par les URSSAF sont automatiquement réparties entre les 4 branches de la sécurité sociale, donc accident du travail, maladie, vieillesse, famille. C'est en ce sens qu'on dit effectivement que la branche du recouvrement est la banque de la sécurité sociale. Alors, pour aller très vite, mais il me paraissait intéressant en quelques chiffres de vous présenter en fait l'activité de la branche. Ce sont des chiffres qui datent de 2010, mais en 2011 comme en 2012 d'ailleurs, on est peu ou prou sur la même volumétrie. En tout cas, en 2010, on dénombrait 7,8 millions précisément de cotisants qui se répartissaient de la manière suivante: 1,9 million de comptes d'entreprise, d'administration et de collectivités territoriales, 2,7 millions de travailleurs indépendants, 325 000 comptes de praticiens et auxiliaires médicaux, et ce n'est pas rien, plus donc de 2,8 millions de comptes de particuliers employeurs, dont plus de 1,5 million d'utilisateurs du CESU et 800 000 bénéficiaires du dispositif Page Emploi. Le CESU et la Page Emploi, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont en fait des titres simplifiés qui permettent aux particuliers de déclarer plus facilement, on va dire, des salariés pour, en ce qui concerne le CESU, réaliser des petits travaux, et puis Page Emploi pour la garde des enfants. Donc 7,8 millions de cotisants, ce qui signifie pour 2010, encore une fois, qu'ont été encaissés plus de 370 milliards de cotisations et de contributions sociales. 70% environ sont recouvrés directement par les URSSAF et 30% directement par le siège, donc par la cause. Alors, je ne vais pas bien évidemment détailler avec vous le tableau. Ce qui me paraissait peut-être intéressant de mettre en exergue, c'est le fait que tout de même, notre système de sécurité sociale reste essentiellement financé par les cotisations et contributions sociales assises sur le revenu d'activité, puisque la part est de 71%, le reste étant issu effectivement des impositions de toute nature, des exonérations, des opérations financières, par exemple. Donc voilà, je pense que ce qui est intéressant de retenir, c'est effectivement que le montant global est de plus de 370 milliards d'euros. Là aussi, très rapidement, effectivement, on considère que la branche du recouvrement est en quelque sorte le recouvreur social de référence. Pour autant, l'URSSAF a d'autres missions. Déjà, j'aurais peut-être dû l'indiquer précédemment, l'URSSAF recouvre aussi pour le compte de tiers, et de plus en plus d'ailleurs. L'URSSAF recouvre pour le compte de fonds de solidarité vieillesse, pour la CADES, depuis 2008 pour le RSI, c'est-à-dire le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, et depuis le 1er janvier 2011, les URSSAF recouvrent également pour le compte de l'assurance chômage. Donc, d'autres missions existent également. Très rapidement, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais j'ai indiqué les missions qui sont quand même considérées comme des missions majeures pour la branche. Les organismes de recouvrement assurent, par exemple, la prévention et le traitement des difficultés des entreprises. La branche développe également les services de simplification des formalités administratives. Ce point est important puisque tout à l'heure, on parlera des attestations de vigilance et des attestations de marché public. Ces attestations s'inscrivent dans cette démarche justement de simplification et de la démarche de la branche d'aller vers le 100% dématérialisé également. Une des autres missions, c'est entre autres de concourir à la promotion des politiques de l'emploi par la gestion de tous les dispositifs qui existent sur les exonérations et allégements de cotisations. Et la dernière mission, qui concerne effectivement plus notre sujet, est celle qui concerne donc la lutte contre le travail illégal, puisque comme l'indiquait Emmanuel, les URSSAF sont un acteur, la branche de recouvrement est un acteur de la lutte contre le travail illégal et s'inscrit dans le dispositif interministériel qu'il vous a présenté tout à l'heure.
Alors, un petit mot sur cette mission. C'est une mission qui est certes majeure et très importante pour la branche, mais elle s'inscrit dans une fonction, dans une mission plus large, qui est une fonction de contrôle, qui est la contrepartie du système déclaratif. Alors très rapidement, vous êtes peut-être pas sans l'ignorer, tous les organismes de recouvrement disposent de services de contrôle. On est environ à 1500 inspecteurs du recouvrement. Ces inspecteurs ont la possibilité donc de contrôler les entreprises et très schématiquement, ce contrôle peut se faire dans deux cadres. Le premier cadre qui est le plus courant est ce qu'on appelle nous le contrôle comptable d'assiette. Il s'agit tout simplement de vérifier que l'entreprise a bien appliqué la législation sociale. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, on procède aux régularisations nécessaires pour effectivement corriger les erreurs ou les anomalies. L'autre cadre dans lequel peuvent s'inscrire effectivement les actions des inspecteurs vise effectivement les actions de lutte contre le travail illégal. Et là, l'inspecteur du recouvrement dispose de pouvoirs élargis et surtout a la possibilité de dresser des PV, des procès-verbaux de travail illégal. Donc là, l'action de travail illégal a la vocation véritablement à poursuivre, à sanctionner pénalement les employeurs qui ont intentionnellement souhaité éluder tout parti du paiement des cotisations et contributions sociales. Là encore, pour aller très vite, mais ça me paraissait intéressant de vous le présenter, hors travail illégal, ce sont donc pas moins de 257 000 contrôles qui sont opérés par les URSSAF au niveau national et également au niveau des DOM sur les entreprises, pour un montant de régularisation en 2010 qui s'élève à plus de 1,2 milliard d'euros de cotisations et de contributions sociales. Alors c'est le montant global des régularisations. Vous voyez un petit peu en dessous que vous avez des restitutions aux cotisants pour 214 millions d'euros, parce qu'il y a des situations où l'entreprise a effectivement mal appliqué la législation sociale, mais en sa défaveur. Donc, à l'issue du contrôle, lorsque l'inspecteur effectivement découvre que l'entreprise a trop payé, il y a une procédure de remboursement de l'entreprise. Donc, en 2010, ce sont à peu près 214 millions d'euros qui ont été remboursés aux entreprises. Sur le versant LCTI, ce sont pas moins donc, de 37 000 entreprises qui ont fait l'objet d'une action de contrôle dans ce cadre-là. Et ça a rapporté, comme a indiqué Emmanuel, en 2010, 185 millions d'euros. Il est vraisemblable qu'en 2011, ce chiffre soit dépassé. Alors juste à titre d'information, ça représente quand même plus de 4000 procès-verbaux dressés, donc de communiqués au parquet. Et il est intéressant également dans ce tableau de voir que plus de 1247 PV partenaires ont été exploités. Je le précise puisque Emmanuel va revenir sur les sanctions du travail illégal. Une des sanctions civiles qui est donc mise en œuvre par les organismes de recouvrement, c'est le fait de notifier aux entreprises les sommes qui ont été éludées. Et nous avons la possibilité de le faire sur la base des PV qui nous sont adressés par les partenaires. Donc, quand on dit partenaires, on parle de la gendarmerie, de la police, des services fiscaux, de l'inspection du travail. On est destinataire, au même titre que le parquet, de leurs PV et on peut civilement les exploiter. Et on aura peut-être l'occasion de revenir un petit peu là-dessus lorsqu'on abordera les sanctions. Même chose, plus de 2000 cas d'annulation de réduction de charges ont été prononcés en 2010 par les URSSAF. Là encore, c'est une sanction qui peut être mise en œuvre par les organismes, à savoir qu'une entreprise qui a fait l'objet d'un PV de travail dissimulé, si elle a bénéficié d'exonération de charges sociales, elle peut être dans l'obligation de rembourser sur le fondement du travail légal, les sommes qu'elle n'a pas effectivement payées du fait de ces exonérations de charges. Donc voilà, très rapidement, brosser un petit peu le mode de fonctionnement et les grandes missions de la branche du recouvrement. Bien, alors on va passer à la partie plus juridique de notre présentation. Donc, alors déjà, là aussi, pour commencer, quelques précisions sur les termes employés.
on parle de travail légal, de travail dissimulé. En réalité, le travail légal, c'est un ensemble de 6 infractions dans le Code du travail. Travail dissimulé, délit de marchandage, prélicite de main-d'œuvre, l'emploi d'étrangers sans titre de travail, les cumuls irréguliers d'emploi, bon, ça, le sujet est assez marginal aujourd'hui, et la fraude aux revenus de remplacement. Donc là, c'est touche notamment les allocations chômage. Quand même, et garder juste peut-être une idée, une information, c'est que le travail dissimulé, c'est 80% des infractions sur le total. Donc c'est vraiment l'infraction qui est la plus réprimée. D'ailleurs, quand on parle de travail dissimulé dans le Code du travail, on évoque d'ailleurs des choses un petit peu différentes. On va dire c'est une infraction qui se décompose elle-même de plusieurs types de manquements. D'une part, la dissimulation d'activité. Alors, la dissimulation d'activité, basiquement au départ, c'est tout simplement le fait de ne pas avoir immatriculé son entreprise, donc de ne pas avoir fait connaître au niveau de son du centre de formalité des entreprises et donc derrière de l'ensemble des administrations concernées, l'existence d'une entreprise et de son activité. Mais c'est aussi, et c'est un point tout à fait important, l'absence totale ou partielle de déclaration sociale ou fiscale. C'est-à-dire si j'ai immatriculé mon entreprise mais que je ne produis pas de déclaration annuelle de données sociales ou une déclaration annuelle de données sociales manifestement et intentionnellement tronquée ou incomplète, je suis passible d'une verbalisation au titre de la dissimulation d'activité. À côté de la dissimulation d'activité, on a la dissimulation d'emploi salarié, donc, qui, comme son nom l'indique, s'attache à la personne, au salarié en situation de travail dissimulé. Là-dessus, le Code du travail évoque aussi plusieurs faits générateurs de cette infraction. L'absence de déclaration préalable à l'embauche, non-déclaration intentionnelle de cette formalité, également l'absence de déclaration annuelle de données sociales, la non-délivrance d'un bulletin de paye ou la non-déclaration d'heures travaillées. Et donc là, on évoque la minoration intentionnelle au niveau du bulletin de paye du nombre d'heures réellement effectuées par le salarié. En complément, le Code du travail sanctionne également la publicité tendant à favoriser le travail dissimulé et le recours sciemment au travail dissimulé. Et là, c'est notamment les situations de relations entre un donneur d'ordre et un sous-traitant, dans lesquelles le donneur d'ordre peut être condamné pour, de manière explicite, recourir en toute connaissance de cause au service d'une entreprise, d'un sous-traitant qui ne déclare pas ses salariés ou qui ne déclare pas l'ensemble de ses salariés ou des salaires versés. Donc ça, c'est vraiment une incrimination qui s'applique très concrètement aux donneurs d'ordre, publics ou privés. Les peines encourues. Alors, le Code du travail prévoit un quantum maximal de peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour une personne physique et 225 000 euros d'amende, montant quintuplé, pour une personne morale. Et par ailleurs, le juge a la possibilité, c'est à sa libre appréciation, d'appliquer un certain nombre de peines complémentaires précisément prévues par le Code, notamment l'interdiction de gérer, l'exclusion des marchés publics, la confiscation des avoirs ou l'interdiction des droits civiques. Il y a d'autres peines complémentaires encore que je n'ai pas mentionnées. Alors ça, c'est la partie incrimination, sanction pénale. Mais il y a aussi toute la partie sanctions civiles et administratives. Alors, c'est ce qu'on évoquait au travers du rôle des URSSAF. C'est évidemment le redressement des cotisations éludées qui n'ont pas été déclarées ni versées. Sachant que lorsqu'on est en cas
dans une situation de travail dissimulé, les pénalités et les majorations de retard qui s'appliquent du fait de redressement ne sont pas susceptibles de remise, hein, alors que dans un contrôle classique, l'entreprise, le cotisant a la possibilité peut demander une remise et l'obtenir. Là, c'est impossible. Deuxième sanction spécifique qui a été introduite par le législateur en 2006 et puis complétée, élargie depuis, la remise en cause du bénéfice des réductions et exonérations de cotisations. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, sur la période au cours de laquelle le travail dissimulé a été constaté une entreprise, eh bien, sur cette période-là, l'entreprise va perdre tout ou partie du bénéfice des exonérations dont elle a pu bénéficier. Donc, c'est une sanction, on va dire, civile complémentaire qui s'ajoute au redressement des cotisations. Et puis, au point de vue administratif, également, suppression des aides et des subventions publiques pendant une durée maximale de 5 ans. Donc là, ce sont les différentes structures publiques qui ont accordé des aides, qui ont la possibilité, qui sont en situation de ne plus les attribuer suite à une verbalisation pour travail illégal. Alors, enfin, évoquer peut-être plus spécifiquement, on voulait évoquer peut-être plus spécifiquement les sanctions spécifiques pour les maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre, et puis après on reviendra plus concrètement sur comment le donneur d'ordre peut simplement, efficacement respecter ses obligations en la matière. La première sanction, qui est en fait, là on reste sur le terrain civil en réalité, c'est la mise en jeu de la solidarité financière du donneur d'ordre. Ça veut dire que dans des situations où il n'aura pas accompli l'ensemble des obligations auxquelles il est tenu, eh bien, l'organisme de recouvrement aura la possibilité de mettre à sa charge le redressement des cotisations éludées qui a été notifié à son sous-traitant. Ça, c'est le premier point qui est sans doute le plus important pour ce qui concerne les donneurs d'ordre. Également, on peut évoquer le fait, alors, de manière générale dans le cas d'un marché, que le titulaire du marché est tenu, alors ça c'est une disposition ancienne qui date de la loi de 75, est tenu de faire accepter de chaque sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement sous peine d'une amende. Alors ce qui est nouveau, c'est l'existence d'une amende qui a été introduite l'année dernière, je crois que c'est dans la loi immigration. Auparavant, le manquement n'était pas sanctionné. Aujourd'hui, il l'est. Il est avec une amende de 7 500 €. Et puis, notez bien un dernier point qui est aussi très important, c'est que le donneur d'ordre peut aussi perdre le bénéfice des exonérations et des allègements de cotisations dont il a bénéficié, dont il a bénéficié pour ses salariés, en cas de complicité dans l'accomplissement du travail dissimulé. Donc, si ce cas de complicité est matérialisé, donc on pourrait être dans une situation où à la fois les exonérations dont a bénéficié l'entreprise sous-traitante et celles dont a bénéficié l'entreprise donneur d'ordre pourraient être remises en cause. Donc voilà, je vais essayer de vous brosser un petit peu rapidement l'ensemble des incriminations et des sanctions prévues par les textes, par différents textes, parce qu'il y a des dispositions du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Maintenant, on va voir plus concrètement comment les donneurs d'ordre, et plus particulièrement les donneurs d'ordre publics, peuvent et doivent prévenir ces risques. Quelles sont leurs obligations en la matière? Oui, donc, comme l'indique Emmanuel, un des objectifs de notre intervention, c'est effectivement de vous sensibiliser, on va dire en tant qu'élu ou représentant de collectivité territoriale,
sur le travail illégal, plus particulièrement sur le travail dissimulé, puisqu'effectivement, dans le cadre de l'exercice de vos missions, vous pouvez être confronté au travail dissimulé et donc, in fine, être confronté à des risques judiciaires et civils qui sont quand même très majeurs, qui sont pas négligeables. Alors, je ne m'attarderai pas sur la problématique du champ de la responsabilité pénale des élus locaux et des collectivités territoriales de manière globale, puisque toutes les règles du Code pénal qui régissent justement le champ des responsabilités pénales des décideurs publics et des collectivités territoriales trouvent à s'appliquer pour l'incrimination de travail dissimulé. Alors très simplement, sauf erreur de ma part, le Code pénal prévoit effectivement que les élus locaux ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Quant à la responsabilité pénale des collectivités territoriales, elle ne vise que les activités effectivement qui peuvent faire l'objet d'une convention de délégation de service public. Donc je n'irai pas plus loin sur ce sujet purement pénal. Je ne suis peut-être pas la plus légitime ici pour le faire. Maître Marc Garoli, je crois, qui est avocate, je pense que si nécessaire, pourrait largement, je pense, développer ce point. Alors pour revenir plus précisément à notre sujet, il nous semblait important donc d'indiquer que vous pouvez être confronté au travail dissimulé à l'occasion de deux situations bien distinctes. Alors je ne m'attarderai pas non plus sur la première, tout simplement parce qu'elle nous éloigne peut-être du sujet du colloque qui vise plus précisément la commande publique. Mais en tant qu'élu, lorsque vous avez besoin d'avoir recours à du personnel, effectivement, si vous ne déclarez pas ce personnel, vous tombez sous l'incrimination de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, comme l'indiquait Emmanuel tout à l'heure. À titre d'illustration, par exemple, si une commune veut réaliser un spectacle, par le biais, par exemple, de son comité des fêtes, s'il a recours, même occasionnellement, à du personnel pour organiser, animer cet événement, ce personnel doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF. D'ailleurs, j'en profite pour faire la promotion du GUSO qui permet de déclarer de manière assez simplifiée les intermittents du spectacle. Mais si tant est que vous faisiez l'objet par l'inspection du travail ou les inspecteurs du recouvrement d'un contrôle, s'il s'avérait effectivement que ce personnel n'était pas déclaré, vous pourriez effectivement faire l'objet d'un PV de travail dissimulé pour dissimulation d'emploi salarié. Donc ça, c'est la première situation où vous êtes considéré comme auteur direct du travail dissimulé. Je ne m'attarderai pas sur ce point pour venir plutôt, comme l'indiquait Emmanuel, sur la problématique du donneur d'ordre et plus spécifiquement la problématique du donneur d'ordre public. Puisqu'effectivement, à l'occasion de la passation de marché public, vous êtes contraint de vérifier un certain nombre de points, vérifier en fait entre guillemets, la légalité de votre contractant vis-à-vis de l'administration sociale et l'administration fiscale. Si vous n'êtes pas en mesure de justifier que vous avez procédé à ces vérifications, là encore, vous vous exposez au travail dissimulé, mais là en tant que recours à une personne qui exerce du travail dissimulé. Ce qui est important de dire, c'est que les sanctions qui s'appliquent à la personne qui est poursuivie pour recours, alors même qu'on pourrait considérer qu'elle est acteur indirect, c'est ce qu'on indique un petit peu sur le slide, pour autant, les sanctions pénales et d'ailleurs civiles sont exactement les mêmes que s'il avait commis lui-même l'infraction de travail dissimulé. Je pense que c'est une précision qui mérite quand même d'être dite. Alors, je pense qu'il faut peut-être un petit peu accélérer. On voulait faire apporter des précisions justement sur l'obligation de vigilance. On parle d'obligation de vigilance, mais qu'est-ce que c'est exactement? Sachant que cette obligation, d'ailleurs depuis quelques années et depuis la dernière loi de financement de sécurité sociale, est encore renforcée tout simplement pour tenter de lutter plus efficacement contre le travail illégal. Alors cette obligation de vigilance, elle s'impose aux donneurs d'ordre tout au long en fait, de l'exécution du contrat, au moment de la signature et jusqu'à l'issue du contrat. Au niveau de la signature, en tant que donneur d'ordre, vous devez effectivement demander de la part de votre contractant la production d'un certain nombre de documents qui sont énumérés à l'article D 8222.5 du Code du travail.
Alors, je ne vais peut-être pas tous les reprendre, mais il est effectivement indiqué que vous devez disposer d'une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues à l'article L 243-15 du Code de la sécurité sociale. Donc, je reviendrai tout à l'heure justement sur les modalités de délivrance et le dispositif d'authentification qui a été mis en place depuis le 1er janvier 2012. Mais cette attestation, qu'on appelle en fait une attestation de compte à jour dans le jargon URSSAF, c'est un document qui est délivré à toute entreprise qui le demande et qui est délivré si justement la personne est à jour de ses cotisations sociales. Donc il faut effectivement que vous veillez à disposer de ce document. Si l'entreprise n'est pas en mesure de vous la fournir, il y a des risques effectivement qu'elle soit en difficulté financière, soit qu'elle ait fait l'objet d'un PV de travail dissimulé. Donc je reviendrai plus précisément encore tout à l'heure sur l'attestation de vigilance. Et vous avez d'autres documents qui sont obligatoires, tels l'extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, un devis ou un document publicitaire, et également éventuellement un récépissé du dépôt de déclaration auprès des centres de formalité des entreprises pour toutes les personnes qui sont en cours d'inscription. Donc là, je vous invite à vous référer au D8222.5 du Code du travail, sachant, mais Emmanuel, tu reviendras un petit peu là-dessus tout à l'heure, que lorsque vous faites appel, et c'est de plus en plus le cas peut-être à des entreprises qui ne sont pas immatriculées en France, donc qui ne sont pas connues des URSSAF, il faut demander des documents équivalents à ceux qu'on pourrait demander pour une entreprise française. Mais bon, on reviendra sur la problématique des sociétés étrangères. Donc l'obligation de vigilance, elle s'impose au moment de la signature du contrat, mais également en fait tous les 6 mois. C'est-à-dire que tout au long de l'exécution du contrat, sauf si celui-ci est inférieur bien évidemment à 6 mois, vous devez demander une nouvelle attestation de vigilance à votre contractant. Par ailleurs, a été mis en place depuis peu un dispositif d'alerte qui vient se greffer à une clause de pénalité et qui ne s'applique que pour les donneurs d'ordre publics. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'un contrôle, c'est un agent verbalisateur. Donc encore une fois, ça peut être les forces de police ou de gendarmerie, l'inspection du travail, les inspecteurs du recouvrement. S'il découvre à l'occasion de ce contrôle qu'une entreprise sous-traitante exerce du travail dissimulé, il alerte le donneur d'ordre public en lui indiquant et en lui demandant surtout de se rapprocher de son contractant pour mettre un terme, régulariser en tout cas sa situation. Si le sous-traitant ne régularise pas sa situation, le donneur d'ordre public, encore une fois, est en capacité, enfin sera, puisqu'Emmanuel me précisait tout à l'heure que le décret d'application n'a pas encore été publié, mais lorsqu'il le sera, le donneur d'ordre aura la possibilité de mettre un terme aux risques et aux frais de son contractant, voilà, dès lors que le contractant ne régularise pas sa situation. Donc voilà, c'est une obligation de vigilance qui est relativement lourde, puisque comme vous pouvez le voir, elle contraint en fait le donneur d'ordre tout au long du marché. Alors un petit mot effectivement avant justement de vous présenter la manière dont vous pouvez limiter les risques, un petit point peut-être justement sur la spécificité des entreprises immatriculées à l'étranger. Oui, alors la première question qu'il faut se poser quand on a recours à un prestataire étranger, c'est quelle législation est applicable aux salariés qui l'emploient. Ça, c'est vraiment le point de départ de questionnement à avoir. Le principe général, c'est celui de l'assujettissement dans le pays dans lequel la prestation est exécutée. Ça, c'est le principe général, mais il y a quand même une exception importante qui est apportée à ce principe dans les dispositions communautaires et dans les conventions bilatérales de sécurité sociale, c'est la possibilité pour une entreprise étrangère de détacher des salariés dans un autre pays. Alors, si vous êtes dans la situation de l'assujettissement en France, il
Les règles, c'est les mêmes que celles qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que l'entreprise doit être immatriculée soit auprès de l'URSSAF, soit auprès du Centre national des firmes étrangères qui est géré par l'URSSAF de Strasbourg pour les entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France. Si vous êtes dans le cas de salariés détachés par cette entreprise, à ce moment-là, l'entreprise étrangère a deux obligations à remplir. Une obligation en matière de droit du travail, qui est une déclaration préalable obligatoire en matière de détachement, et une obligation au niveau sécurité sociale, qui est celui d'apporter la preuve que les salariés qu'elle emploie bénéficient d'une couverture sociale dans le pays où l'entreprise est immatriculée. Et elle doit donc produire alors ce qu'on appelle dans le jargon communautaire un certificat dit A1 pour l'ensemble des salariés concernés, qui atteste de la déclaration votre déclaration des salariés dans le pays. Alors, je ne sais pas l'essentiel du propos, mais de la même façon qu'on évoquait tout à l'heure l'avancement d'un certain nombre de chantiers au niveau de la dématérialisation des procédures publiques au niveau communautaire, il faut savoir que sur ces formalités-là, on a aussi des chantiers tout à fait importants qui sont lancés autour de ce qu'on appelle le EASY, le chantier EASY, de manière à faciliter l'accomplissement de ces démarches au niveau dématérialisé par les entreprises. Donc, pour les donneurs d'ordre, on est sur le même contenu d'obligation, hein, avec quand même quelques aménagements, hein, c'est-à-dire que par rapport, notamment par rapport à l'ensemble des documents qu'évoquait Bérangère tout à l'heure, qui doivent être fournis par l'entreprise, l'article prévoit qu'on est sur une entreprise étrangère. On a un seul des documents qui atteste de l'immatriculation du cocontractant a nécessité d'être produit. Donc c'est quand même plus souple pour le donneur d'ordre, compte tenu de la plus grande difficulté pour réunir l'ensemble de ces éléments. Donc on va terminer avec la dernière partie, notre présentation, qui, plus concrètement, sur les outils mis à la disposition des sous-traitants de donneurs d'ordre pour les accompagner, pour les aider dans leur démarche de vérification. Oui, parce que l'idée n'est quand même pas de vous effrayer sur les obligations qui pèsent sur le donneur d'ordre, puisqu'effectivement, on a insisté sur le fait que, en tant qu'élu ou représentant de collectivité territoriale, vous êtes exposé à des risques, effectivement, judiciaires, civils. Pour autant, ces risques peuvent être limités et sont limités dès lors que vous procédez à certaines procédures. En tout cas, l'obligation de vigilance est effectivement contraignante, mais il y a un dispositif qui est mis en place et assuré par l'URSSAF qui vous permet effectivement de vous assurer et d'appliquer cette obligation de vigilance. En effet, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, l'attestation de vigilance est un document qui est délivré par les organismes de recouvrement, c'est-à-dire les URSSAF, à la demande des entreprises. Donc depuis le 1er janvier 2012, cette attestation est adressée de manière dématérialisée. Tout simplement, les entreprises ont un compte en ligne sur ursaf.fr avec une boîte aux lettres. Elles font la demande sur le site d'une attestation. Il y a des vérifications automatiques qui sont procédées, parfois des vérifications supplémentaires, des vérifications humaines, pour vérifier effectivement que l'entreprise respecte toutes les conditions pour bénéficier de la délivrance de cette attestation. Si les conditions sont remplies, l'attestation est enregistré, et adressé sur la boîte aux lettres de l'entreprise. Il peut effectivement, tous les 6 mois, donc, avoir bénéficié de cette attestation de vigilance. Et c'est cette attestation qu'il doit adresser à tout donneur d'ordre. Alors, les modalités de délivrance ont été considérablement modifiées
depuis le 1er janvier 2012, puisque nous sommes maintenant soumis à un nouveau texte qui est le D243-15 du Code de la sécurité sociale, qui subordonne la délivrance de l'attestation à toutes les entreprises qui sont à jour du paiement de leurs cotisations et contributions sociales à la dette d'exigibilité. Toutefois, le texte permet la délivrance de l'attestation dès lors que l'employeur a souscrit et respecte un plan d'appurement ou alors qu'il conteste le montant de la créance par recours contentieux. A contrario, le législateur a souhaité empêcher la délivrance de l'attestation si la contestation porte sur une créance suite à une action de lutte contre le travail illégal. Donc une entreprise qui a fait l'objet d'une verbalisation, c'est important de noter qu'on est dans le stade de la verbalisation, non pas de la condamnation. Une entreprise qui a fait l'objet d'une verbalisation, dès lors qu'elle n'a pas payé le redressement et conteste la créance, ne pourra pas bénéficier de l'attestation de vigilance. À côté de ça, effectivement, vous, en tant que donneur d'ordre, vous allez donc recevoir de la part de votre contractant ce document délivré par l'URSSAF. Pour autant, vous ne devez pas vous contenter de la simple production de ce document. Vous devez vérifier également sur le site ursaf.fr que cette attestation est une véritable attestation délivrée par l'URSSAF. Alors, le dispositif mis en place, j'espère, est le plus simple possible, c'est-à-dire que lorsque vous allez recevoir de la part de votre prestataire l'attestation, il y a un numéro de sécurisation qui est indiqué sur le document. Il suffit juste d'aller sur, je ne sais pas si ça se voit, aller sur le site ursaf.fr. Vous avez un espace qui est dédié aux employeurs et donc à l'obligation de vigilance. Et vous tapez tout simplement le nom de l'attestation, enfin le nom qui est le numéro, le code qui est inscrit sur votre attestation, et vous avez effectivement un message qui vous confirme si oui ou non l'attestation est authentique ou pas. Petite précision sur l'attestation, vous avez effectivement l'indication comme quoi l'employeur est à jour de ses cotisations sociales, mais vous avez également la masse salariale de cette entreprise et le nombre de salariés déclarés. Ce qui peut également parfois être important, parce que lorsque vous faites appel à une entreprise pour des gros travaux et qu'elle vous délivre une attestation où vous avez 1 ou 2 salariés uniquement déclarés, là effectivement, on peut vous demander d'être un petit peu plus vigilant peut-être sur la situation de votre contractant. Que certains d'entre vous ont des questions à poser ? Depuis 1 an et demi pour près de 600 fournisseurs et 1500 marchés, solution qui nous permet de couvrir nos obligations de vigilance et plus récemment nos obligations d'obtention des certificats annuels pour la notification de nos marchés. Quand on a mis en place cette solution, j'avais un appel par jour de nos titulaires et de fournisseurs surpris par la demande de l'UGAP. Et par la demande surtout de Certicorps, qui harcelait les fournisseurs pour récupérer ces documents et attestations. Fournisseurs convaincus que seul l'UGAP en France leur imposait cette situation. J'ai même beaucoup discuté avec des personnes publiques que l'on côtoie, clients de l'établissement, toujours surpris de cette obligation et de la difficulté finalement d'y répondre. Ma question était, est-ce qu'aujourd'hui les contrôles vis-à-vis des pouvoirs adjudicateurs des personnes publiques sont réels et vont se renforcer? Première question. Et deuxièmement, avez-vous connaissance de sanctions contre des personnes de l'État, des collectivités ou des hôpitaux pour non-respect aujourd'hui de leurs obligations de vigilance? Voilà un peu mes 2 questions, peut-être un peu difficiles, je ne sais pas. Parce que, bon, voilà, il y a des lois. Y a-t-il aujourd'hui des contrôles et voire même des sanctions réelles sur des personnes publiques existantes qui juste... Voilà ma question. Merci. Des contrôles, il y en a. Alors c'est vrai que les contrôles en matière de frais dissimulés, comme on l'indiquait, visent plutôt évidemment un certain nombre de sous-traitants, de prestataires, que les structures publiques elles-mêmes directement. Mais je vois par exemple dans un certain nombre de secteurs dans lesquels
on effectue de plus en plus de contrôles. Je pense par exemple au secteur du bâtiment et des travaux publics, bien connu, mais aussi par exemple le secteur du gardiennage, qui est un secteur qui est de la sécurité privée, on va dire, qui est de plus en plus contrôlé. On a quand même beaucoup de sanctions qui sont appliquées, et derrière la mise en jeu de la solidarité financière de donneur d'ordre, ou du moins une invitation pour le donneur d'ordre public à cesser toute relation contractuelle avec ces entreprises-là. Le fait est que nous ne faisons pas de communication au niveau du ministère, je ne pense pas de la cause non plus, sur les contrôles qui sont engagés, et ni sur les personnes publiques ou privées qui peuvent être mises en cause. Je dirais même que pour celles qui font l'effort de régler efficacement la situation, je considère que c'est du devoir aussi des personnes publiques en charge du contrôle de garder la confidentialité sur les opérations de contrôle et leur régularisation. Mais pour autant, les contrôles existent, et les donneurs d'ordre publics comme privés peuvent être confrontés à ces situations. Bonjour, Marie Martin et Attestation Certicorps. Oui, nous utilisons beaucoup votre site en vérification automatique en ligne des numéros. Déjà, est-ce qu'il y aura une harmonisation prochaine de prévue entre les différentes... parce que RSI, MSA, chacun fait... Enfin, c'est local, c'est même pas un document national, c'est des documents locaux qui sont différents selon chaque caisse, ce qui est un petit peu compliqué sur la vérification. Vous parlez des entreprises sous échéancier qui ont... Là, ils arrivent à obtenir une attestation, mais qui n'est pas en dématérialisé. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est aussi prévu? Enfin, du coup, c'est pas vérifiable de la même façon. Voilà, c'est toutes ces petites questions. Alors, il va y avoir effectivement une harmonisation. Alors, je mets à part le régime agricole, puisque tu en dirais un mot. Au niveau du RSI, effectivement, on travaille avec le RSI pour arriver à délivrer les mêmes attestations. Alors nous, effectivement, on est en ordre de marche depuis le 1er janvier, presque le 1er janvier 2012. Le RSI est en train de se mettre également dans les clous. Donc, le calendrier est un petit peu décalé. Les attestations du RSI seront délivrées de manière dématérialisée avec les mêmes critères et le même format que pour le régime général. A priori, justement, lundi dernier, à l'occasion d'une réunion, on nous a indiqué la date de mi-avril, début mai. Du côté de la MSA, c'est moins avancé, on va dire ça comme ça. On a eu des échanges avec eux sur le sujet, sachant qu'ils étaient déjà auparavant moins avancés que l'URSSAF sur ce type de solution. Donc, on va dire, pour l'instant, on en reste sur un dispositif artisanal, voilà, et donc on prévoira certainement par voie circulaire ou autre le fait que pour les entreprises qui relèvent du régime agricole, donc j'imagine que vous pouvez y avoir affaire des entreprises d'espaces verts, des paysagistes, etc. On aura probablement des dispositions transitoires pour ces entreprises-là, le temps que la MSA mette en place de son côté son propre système, parce qu'il faut bien voir qu'on est sur des environnements déclaratifs et informatiques qui sont totalement différents et qui sont, alors paradoxalement peut-être un petit peu plus compliqués côté MSA, parce que côté MSA on a déjà un système de déclaration sociale nominatif, ce qui n'est pas encore le cas pour le régime général. Donc du coup ce type d'évolution est relativement lourde à prendre en charge au plan informatique et technique. Sous réserve, mais a priori, logiquement, tout devrait être dématérialisé, qu'il y ait un plan ou pas d'apurement. Mais c'est vrai que pour l'instant, effectivement, on est encore, on va dire, dans les prémices de la dématérialisation. Donc, il est peut-être encore possible qu'il y ait des difficultés. Il y a encore des nécessités de réajustement, de cadrage, rien que dans l'interprétation même du texte. Donc, c'est pour ça qu'il y a des forçages, entre guillemets, à la main qui sont opérés, et ça peut signifier effectivement que certaines attestations ont été délivrées encore sous papier, ce qui n'empêche que vous avez quand même le numéro d'authentification qui est quand même indiqué.
tout le monde est pleinement satisfait.